On va pouvoir inviter donc déjà l'ensemble de l'assistance à se réinstaller autour de nous. Messieurs et dames qui êtes confortablement dans vos fauteuils premium, on a aussi envie de vous avoir au plus près. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et messieurs et dames qui êtes à côté, installez-vous parce qu'on va incessamment commencer donc notre débat gourmand. Je vous rappelle qu'il est gourmand parce que si vous avez faim et que vous avez envie de prendre votre sandwich, vous êtes bien évidemment invité à le manger ici. Le Future of Work, on a vu, c'était agile, c'était différent. Donc on va accueillir déjà avec Sophia Harouchi qui est avec nous, l'ensemble des membres du collectif qui vont être rejoints. Donc on va avoir Leïla Mikou, directrice développement durable de CDG Capital. Bienvenue Leïla. Nous allons avoir, allez-y, je vous en prie. Nous allons avoir Hind Shigar, Sustainability Manager chez CIH Bank. Merci Hind. Nous avons également Dounia Shraibi qui va être experte développement durable, Head of Ubuntu by DC. Bienvenue, bienvenue Dounia. Nous avons également Bachir Mohi qui est directeur ESG chez OCP et Amina Taj Moutali, qui est chef de département RSE, développement durable chez Royal Air Maroc. Ils sont tous membres de ce collectif et ils vont nous parler de la durabilité de la RSE aujourd'hui. Bienvenue à tous, installez-vous et the stage is yours. Bonjour à tous. Je tiens à remercier aussi Hind Shigar, la cofondatrice du Cercle des professionnels de la durabilité, qui est donc tout récent. Et pour poser le cadre, on propose de faire un petit quiz pour se mettre d'accord sur les enjeux dont on parle, qui ne sont pas encore assez connus, mais enfin... il y a eu de gros progrès sur l'acculturation et la sensibilisation à ces sujets ces dernières années. Donc, on demande à la régie de nous projeter le lien vers Menti. Voilà. Sur vos téléphones, c'est très très facile. Donc vous pouvez taper dans la barre de recherche menti.com et puis taper le code. C'est ce qui fonctionne le mieux si le QR code n'est pas facilement scannable. Alors nous avons déjà 2 personnes qui se sont connectées, donc c'est que ça fonctionne. Le plus simple, c'est vraiment scanner le QR code et puis il vous amène directement sur la page. Une fois que vous avez ouvert la page, gardez-la ouverte puisque les questions vont défiler les unes après les autres. Alors pour ceux qui veulent aller sur menti.com directement, donc vous écrivez menti.com et le code c'est le 19 10 57 06. On a 12 personnes. On va attendre encore 2 petites minutes avant de lancer le quiz. Je la présente rapidement tout à l'heure. Ok. C'est Charles, il est un des membres fondateurs de Viadeo. Est-ce qu'elle a présenté chaque personne? Donc l'objectif de ce quiz, c'est de pouvoir poser le cadre, pour ceux qui viennent nous rejoindre, d'une définition commune et d'une compréhension commune de la durabilité. On peut passer à la première question et puis la connexion peut toujours se faire puisque le code continue à figurer tout à fait en haut. Très bien. Donc, de combien la température mondiale a-t-elle augmenté par rapport donc, à l'ère pré-industrielle, donc les années 1850-1900 ?
Et je vois qu'il y a un plébiscite pour le 2,5 degrés. Heureusement que nous ne nous y sommes pas encore. Mais nous nous dirigeons malheureusement vers le 2,5 degrés, voire le plus 3 degrés, avec les politiques qui sont prises actuellement. Donc l'augmentation à date, elle est de 1,1 degré, sachant que l'objectif des accords de Paris, c'est un objectif optimiste, c'est de 1,5 degré, et un objectif plus pragmatique est celui d'être en dessous de 2 degrés. Voilà. On va passer à la deuxième question. Donc ça montre que la sensibilisation est nécessaire. Hein. Alors, sachant que, juste pour un petit commentaire sur l'augmentation de la température, c'est une moyenne. Les températures extrêmes augmentent, que ce soit les températures élevées ou les températures basses. Donc c'est pour ça qu'on a vu des 50 degrés à Agadir il y a 2 ans, qu'on a vu une vague de froid en Europe, pas l'hiver dernier, mais celui d'avant, si je ne me trompe pas. Donc cette température, cette augmentation de 1,1 degré peut paraître très faible, mais en réalité, c'est très élevé parce que, et on le ressent déjà, hein, chaque été on bat des records de température, c'est parce que les extrêmes augmentent. Et donc on peut imaginer qu'à plus 2 ou plus 3 degrés, donc l'état de la biodiversité et puis l'augmentation des canicules que ça va engendrer. Alors, de combien de centimètres le niveau moyen de l'océan pourrait-il monter d'ici 2100 ? Alors là, on est déjà sur des votes encourageants. Il y a des tsunamis dans les votes. Exactement. Donc on serait sur 60 à 110 cm, ce qui est déjà énorme, puisqu'il y aurait beaucoup de villes et de zones submersibles qui disparaîtraient. Pas uniquement Venise. La troisième question. Quel pourcentage d'animaux sauvages ont disparu entre 1970 et 2018 ? 1970, c'est très récent. Relativement par rapport aux autres questions. C'est une des réponses les plus choquantes, je pense. Oui, on ne va pas dire. Ouais, malheureusement, et ça a un lien avec le changement climatique, évidemment. Et avec la déforestation. Alors là, on est très loin du compte, puisque c'est un pourcentage malheureusement de 69%, donc qui est extrêmement élevé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre un scénario à 1,5 degré et un scénario à 2 degrés, en termes d'impact sur la biodiversité, il y a un écart énorme. Ça veut vouloir dire, par exemple, qu'il y ait 2 fois plus d'impact sur la biodiversité. Ça peut être 10 fois plus d'épisodes de chaleur extrême, etc. Donc il y a une vraie différence entre un scénario à 1,5 degré et un scénario à 2 degrés. Donc juste le 0,5 de différence a un impact énorme. Alors, souvent, on nous dit, oui, mais le développement durable, le climat au Maroc, on n'est pas concerné, on n'est pas très pollueur, ce sont les sujets sociaux qui sont prioritaires, etc. Effectivement, à l'échelle du monde, le Maroc n'est pas un pays fortement contributeur au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre, mais les sujets sociaux sont fortement imbriqués avec les sujets climatiques. Et donc, nous ferons partie des pays, avec d'autres pays en voie de développement, qui seront touchés par les effets sociaux du changement climatique. Alors, la question suivante parle justement d'inégalité par rapport à ces questions d'émissions de CO2. Donc, quelle part des émissions mondiales de CO2 est attribuée aux 1% les plus riches ?
Alors la bonne réponse est en train de monter, c'est 16%. Et en fait, pour avoir un élément de comparaison, les 1% les plus riches émettent autant de CO2 que les 50% les plus pauvres. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc il y a une vraie responsabilité dans nos modes de consommation. Et enfin, la dernière question, qui fait toujours le lien avec les sujets sociaux. Combien de réfugiés climatiques sont recensés chaque année, donc en moyenne depuis 2008 ? Donc les réfugiés climatiques ne sont pas de la science-fiction, c'est déjà une réalité. Alors, il y a 9 personnes qui ont coché la bonne réponse. Donc, on est sur 21 millions de réfugiés climatiques qui sont recensés chaque année. Et donc, ça va également être un chiffre qui va augmenter fortement. Donc, on s'excuse de ces nouvelles pas très optimistes. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer que, justement, les responsables développement durable, les directeurs développement durable ont un rôle crucial dans les entreprises. Parce qu'il faut savoir que la responsabilité des efforts à effectuer pour le changement climatique provient aux 3/4 des États et des entreprises. Et les 70 plus grosses économies mondiales sont des entreprises et non des États. Donc il y a une vraie responsabilité des entreprises. Et donc ce métier sur lequel nous souhaitons faire de l'advocacy, que nous souhaitons défendre auprès des entreprises, est un métier récent. Qui est un métier donc de responsable RSE, de directeur développement durable, qui n'est pas toujours systématiquement représenté dans les COMEX, comme le seraient des métiers plus classiques tels que les directeurs financiers, les directeurs stratégie, les directeurs ressources humaines, etc. Donc il nous semble être important, à travers ce collectif, d'expliquer ce que sont nos métiers et en quoi ils sont cruciaux pour les entreprises et pour répondre aux défis sociétaux qui nous attendent. Et donc, il y a des slides, je crois qu'il faut projeter. Donc, le titre qu'on s'est choisi, c'est le cercle des professionnels de la durabilité. Et sur la slide suivante, on a un petit peu résumé à travers la théorie du donut, en fait, le challenge qui se pose à nos sociétés, aux États, aux entreprises, à l'humanité de manière générale, c'est de pouvoir en fait se développer. Donc ça, c'est une théorie qui a été formalisée par une chercheuse qui s'appelle Keith Raworth et qui dit qu'en fait, le challenge qui se pose à l'humanité, c'est de pouvoir se développer en répondant aux besoins sociaux, aux besoins de base, celui qui est de se nourrir, d'avoir accès à l'éducation, de s'épanouir en tant qu'individu, dans la limite des limites planétaires. Donc dans les limites planétaires, on retrouve notamment le changement climatique dont on a beaucoup parlé. Donc il y a une espèce de plancher social et de plafond environnemental dans lequel il faut pouvoir se développer. Et sur la slide suivante, on montre en fait l'évolution de la RSE des années 80 aux années 2020. Autrefois, quand on entendait parler d'RSE, c'était la philanthropie, c'était Del Khair, etc. Et en fait, ce qui est rassurant, c'est que même au Maroc, aujourd'hui, de plus en plus, on comprend que la RSE, ce n'est pas un département mécénat ou une fondation d'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui va venir irriguer le cœur du métier. Et donc, beaucoup d'entreprises marocaines sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle, chez Utopie, qui a produit ce schéma, la RSE 1.0, et donc qui, en fait, va mettre en place un certain nombre de pratiques pour réduire les risques, un certain nombre de chartes, de labellisation, de certifications, qui va également entamer un dialogue avec les parties prenantes. Et l'objectif, en fait, des professionnels de la durabilité, c'est de pousser leurs entreprises à aller vers l'impact positif, à repenser complètement leur business model, de telle sorte à ce que leur façon d'opérer, leur façon de faire leur métier soit durable. Et donc, sans plus attendre,
Je vais passer la parole à chacune des personnes autour de moi pour en témoigner et voir comment elles agissent en interne pour faire progresser la RSE vers plus d'impact positif. Donc Amina Tchajmouati de la Royal Air Maroc, je te laisse dire ton titre pour ne pas l'écorcher. Bonjour à tous. Donc Amina Tchajmouati, chef département RSE et développement durable Royal Air Maroc. Alors ces métiers sont nouveaux ou sont en train d'évoluer, même dans notre quotidien. Il y a un rôle, je pense, réglementaire qui vient nous aider en fait à faire avancer les choses, puisque la réglementation nous permet de pousser rapidement certains sujets comme l'environnement, qui n'aurait pas été un sujet pour nous si la réglementation, par exemple, n'était pas là ou si nos engagements n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, une entreprise comme Royal Air Maroc a un vrai sujet environnemental. L'impact est là, mais il y a aussi un rôle très très important dans le développement. Développement, c'est aussi développement durable. Et lorsqu'on parle développement, il y a le côté environnemental, c'est savoir quel est notre impact et comment, bien sûr, limiter cet impact. Mais on ne va pas arrêter de voler parce que ça ne serait pas durable. Nous, on ne serait plus là, mais on dessert des régions enclavées aujourd'hui, on contribue à aider lorsqu'il y a certaines crises. On a un autre impact au-delà de l'impact environnemental. Donc, c'est vraiment trouver ce bel équilibre entre où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'un point de vue environnemental et quels sont les efforts qu'on peut faire pour réduire au maximum cet impact, tout en se disant, OK, mais on doit continuer à aller dans des zones reculées, on doit contribuer au développement du pays et du continent d'ailleurs. On est un pays où on se positionne dans le tourisme, on est un pays où énormément de notre développement est aussi lié à notre activité en tant que RAM. Donc comment faire pour réduire cet impact tout en continuant ce développement. Et cette question se pose, et mes collègues ici parleront aussi de leur sujet, mais ça se pose au niveau même du continent et au-delà. C'est-à-dire que c'est vrai que la planète et l'impact est très très important, mais le développement durable, ça couvre aussi un aspect. D'ailleurs, on dit qu'il y a 3 piliers. On dit qu'il faut que ça soit environnementalement tolérable, bien sûr, mais économiquement viable, donc où est l'équilibre économique là-dedans, et socialement équitable. Donc il y a vraiment ces différents enjeux et comment on joue avec pour garder un équilibre. Et si on veut parler d'un métier, d'une personne, déjà la RSE aujourd'hui, c'est souvent peut-être dans nos entreprises, c'est expliquer ce que c'est, beaucoup de pédagogie parce qu'on ne sait pas toujours, c'est toujours compris comme une source de coûts, alors qu'il y a des leviers et on peut trouver des vrais avantages, au-delà des avantages compétitifs à se positionner en tant, par exemple, une airline qui est respectueuse de son environnement et qui a des actions au-delà de juste avec un intérêt financier derrière, attire des clients qui aujourd'hui recherchent ça. Donc il y a cet intérêt-là, mais pas seulement. Une réduction du carburant permet de réduire des coûts aussi et d'avoir un avantage qui est évident. Et avoir des clients satisfaits, c'est des clients qui reviennent, puisque tout ça, ça fait aussi partie du développement durable et ce sont des sujets qui sont importants pour nous. Des fournisseurs avec qui ça se passe bien, des achats responsables, des achats locaux, ce sont des éléments qui permettent aussi de créer de la valeur globale et de la richesse globale. Donc, bien comprendre un peu tous les métiers en interne, un rôle d'influence et d'advocation, de lobbying qui est très important parce que c'est des sujets qu'il va falloir défendre, qu'il va falloir pousser et bien expliquer l'intérêt. Bien sûr, un côté dialogue, écoute, parce qu'on a le dialogue avec les parties prenantes, être à l'écoute de ces gens avec qui on travaille, que ça soit en interne, en externe, clients, fournisseurs, État, l'environnement en fait, savoir un peu quel est notre impact. Et c'est vraiment des métiers assez en transition, je pense, assez polyvalents dans le sens où on a besoin de bien comprendre les mécanismes, très politiques aussi parfois, savoir représenter, pousser, enfin
ce sont des métiers en mutation, très différents d'une entreprise à l'autre. Il y en a qui placent ça plutôt dans la com, d'autres plutôt dans les RH, d'autres dans tout ce qui est conformité, qualité. C'est vraiment des métiers qui changent d'une entreprise à une autre, et en fonction de là où on les place et à quel niveau on les place, c'est peut-être la compréhension qu'en a le top management ou le CEO ou le DG, et il va se dire, moi, ma RSE, elle est à ce niveau-là, et parfois c'est notre rôle aussi à nous de dire, bon, c'est pas que ça en fait. La RSE, c'est l'environnement, mais pas seulement. Pour l'aérien, c'est très environnement, parce que l'enjeu, il est énorme. Il y a des enjeux d'inclusion, de parité, des enjeux, vraiment des enjeux très différents d'achat responsable. Et encore une fois, c'est aussi aux équipes de s'approprier et d'essayer de pousser et d'aller un peu dans le sens de là où on a envie que ça arrive. Parce qu'on a aussi, nous, on a envie de donner du sens à ce qu'on fait et d'aller... l'environnement est très important pour moi, mais le développement humain l'est au moins autant, voire peut-être plus, parfois. Et une dernière chose, parce qu'on est dans un forum RH, avant de donner la parole à mes collègues, c'est que la RSE, c'est aussi un énorme levier d'attractivité pour une entreprise aujourd'hui, parce que les générations qui arrivent, elles cherchent à donner du sens à ce qu'elles font. Et une entreprise engagée, c'est aussi une entreprise qui attire beaucoup plus. Voilà. Donc je vais passer la parole. Merci en tout cas, Sophie. Merci Amina pour ce beau témoignage. Ouais, vas-y, Leïla, directrice développement durable chez CDG Capital, experte finance durable. Merci Sophia, bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je vais peut-être présenter un peu une vision banque, institution financière, parce que j'ai passé une bonne partie de ma carrière là-dedans, donc comment la durabilité et ce secteur, ça fonctionne. Donc CDG Capital, donc c'est une banque d'affaires et d'investissement, filiale à 100% du groupe CDG. Donc, comme je disais, tout au long de ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de métiers. J'ai piloté la création et la gestion d'un fonds carbone selon les règles du protocole de Kyoto. Bon, ce protocole de Kyoto est maintenant caduc, mais bon, c'était déjà une très belle expérience pour mettre un pied dans le sujet. J'ai eu l'occasion de toucher à l'aspect plaidoyer sur le développement durable. CDG Capital a joué le rôle de représentant du groupe CDG au sein d'un club qui s'appelle IDFC, ou International Development Finance Club. Donc, c'est un club de banque de développement. Et au sein de ce club, j'ai eu l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques relatives au développement durable. Et puis, les responsables ou les DG des banques de développement ont pu faire passer les messages au sein d'événements internationaux comme le G20, les Nations Unies, etc. Donc, plus récemment, après avoir mis en place la RSE au sein de CDG Capital, aujourd'hui, je m'occupe davantage d'intégrer les facteurs ESG dans les décisions de financement et d'investissement. Donc, pour préciser un peu ce que ça veut dire, aujourd'hui, on a plus tendance à tenir compte uniquement des aspects financiers, rentabilité, retour sur investissement. Et désormais, on pense que les éléments extra-financiers sont très importants. Et donc, partant de là, au sein de CG Capital, on s'est occupé de 2 lignes métiers, le financement et la gestion d'actifs. Donc, pour le financement, donc, on a travaillé pour mettre en place une grille. Donc, une grille extra-financière qui tient compte des éléments suivants: l'impact économique, l'impact social, la gouvernance, le climat et la gestion des risques environnementaux et sociaux. Et puis pour l'investissement, donc on reprend les fameux ESG, environnemental, social et gouvernance. Et surtout, on fait attention à tenir compte des éléments matériels qui sont plutôt par secteur. Donc voilà un petit peu un panorama des métiers que j'ai pu pratiquer dans le monde de la finance.
Donc, Leïla, je te coupe 2 secondes. Bien Donc, sûr. ce qu'on constate à travers ton témoignage, c'est qu'il y a une espèce les métiers sont de plus en plus spécialisés. C'est-à-dire qu'on part d'un métier au départ où c'était la RSE de manière globale et au final maintenant, ce dont tu t'occupes, c'est la finance durable à travers l'intégration des critères ESG dans le financement et l'investissement parce qu'au fur et à mesure qu'il y a une maturité qui grandit dans les organisations sur ce sujet de la RSE, il y a besoin en fait d'avoir des profils qui se spécialisent, qui vont venir porter en fait certaines thématiques en particulier. Il va devenir à l'avenir de plus en plus compliqué d'avoir un responsable RSE qui, tout seul, sans équipe, est en capacité vraiment de brasser l'ensemble des sujets. Tout à fait, Sophia. Pour prendre un peu de hauteur et peut-être pour conclure, je dirais que c'est un métier de transformation. Il faut une bonne dose de patience, de résilience pour mener à bout les projets, d'autant que c'est souvent très transverse. J'aimerais aussi souligner que comme ce sont des sujets nouveaux qui nécessitent de transformer les process existants, l'appui du top management est crucial. Et peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Sophia tout à l'heure et Amina également, on essaye de sensibiliser, de former, mais voilà, la maturité du personnel n'est pas forcément là. Et même le top management, on fait des efforts continus pour essayer de les sensibiliser, de leur faire comprendre que c'est un sujet qui doit être traité par les entreprises et que ce n'est pas juste pour faire joli. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et d'ailleurs, Leïla, ça me rappelle une anecdote d'une institution que j'ai eu la chance d'accompagner. Et une des premières... ce que m'a dit le CEO de l'institution en question, c'est écoutez, moi j'y comprends rien, on attend que vous nous expliquiez tout. Et en fait, je pense que c'est un des rares métiers où il y a ce besoin encore d'acculturation aussi des directions générales et des présidences. Hind, c'est le couteau suisse de la RSE. Sinon, je te file mon micro. Ça marche? Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, je suis Hind Shigel, je suis responsable RSE, durabilité, finance, climat et plein d'autres sujets de CIH Bank. J'ai derrière moi une quinzaine d'années d'expérience sur le sujet, d'abord en industrie, où j'ai commencé justement dans les balbutiements ou dans les débuts de la préoccupation par les marques internationales de leur image de marque, de la vulnérabilité, de l'impact humain et environnemental de leur supply chain et comment ça pouvait transformer leur business model et leur fonctionnement. Donc ensuite, j'ai intégré le secteur financier en 2015. Au bon moment, je pense, parce que c'était l'année d'une déclaration cruciale pour le secteur financier où Mark Carney, président de la Financial Security Board, qui a déclaré qu'aujourd'hui, face au changement climatique, nous vivons une tragédie, la tragédie des horizons. Et aujourd'hui, entre les horizons de financement, la volonté de gagner rapidement, de faire du chiffre, de faire de la performance, et les horizons du climat qui sont impitoyables. Demain, on a la montée des eaux, on l'a vu, on a la hausse des températures. Le secteur financier en particulier, vu son rôle crucial dans le financement de l'économie et ce rôle pivot qu'il a, qui lui permet d'impacter et de faire des choix, donc il a fait cet appel pour exhorter tous les financiers du monde à prendre la décision, celle de mesurer déjà et d'être capable de voir combien ce changement climatique pouvait impacter le fonctionnement des banques d'investissement, des banques de détail, etc. Et comment aussi elles pouvaient apporter et mesurer leur impact et créer de la valeur à travers cette responsabilité qu'elles ont. Donc moi, au sein de CIH Bank, depuis quelques années maintenant, j'ai créé la fonction RSE
Et j'étais ravie, je suis ravie de mettre en œuvre la réglementation que Banque El Maghreb a adoptée très vite suite à la signature de l'accord de Paris par le Maroc, l'organisation de la COP 22, où tout le secteur s'est engagé à travers une feuille de route concrète aujourd'hui et qu'on vit tous les jours. Donc je mets en œuvre ces enjeux tout en étant très à l'écoute des nouveaux enjeux. D'ailleurs, aujourd'hui même, les ateliers IA nous ont permis de prendre conscience, et m'ont permis déjà, de m'interroger et de mettre quelque part dans ma tête, parce qu'un responsable RSE, c'est un peu un puzzle permanent qui vient greffer toutes les évolutions sociales, environnementales à sa journey, à sa petite trajectoire, parce que c'est un chemin qu'on construit tous les jours. Et donc aujourd'hui, il y a les enjeux de l'IA qu'on va devoir prendre en compte dans notre prochaine stratégie RSE, je pense, en termes de responsabilité, d'impact humain, voir avec nos pôles capital humain comment aujourd'hui il faut sensibiliser, comment ces métiers vont impacter peut-être des réductions d'effectifs. Et ça, ça va de pair avec notre responsabilité vis-à-vis de notre capital humain. Peut-être aussi des enjeux de formation. Donc c'est ce genre d'attitude et ce genre de préoccupation et de questionnement quotidien qu'un responsable de la durabilité va avoir. Donc au niveau de la banque aussi, on a des questions d'inclusion financière pour les femmes, les jeunes, tout en gardant bien sûr une vue sur le ciel en permanence, sur comment notre portefeuille, on fait aussi beaucoup de responsabilités sur les achats, mais le vrai impact d'une banque, c'est son portefeuille de financement et quelles décisions elle prend tous les jours en accordant un prêt à une entreprise polluante ou pas. Est-ce qu'elle finance les jeunes correctement? Est-ce qu'elle va accompagner l'entrepreneuriat? Est-ce qu'elle apporte assez de soutien aux femmes entrepreneurs qui ont des besoins spécifiques dans le conseil? Elles n'ont pas les mêmes besoins et on l'a identifié en collaboration avec les marchés et grâce à l'intégration de la question du genre par la RSE sur l'étude du comportement de la cliente femme, ses besoins, les opportunités aussi. Il s'est avéré que c'est une niche aujourd'hui, le financement de l'entrepreneuriat féminin. Les clientes femmes aujourd'hui remboursent plus que les clients hommes leurs dettes et c'est une opportunité. Donc on raisonne souvent en termes de risque, mais on a beaucoup d'opportunités dans le secteur financier à saisir, non seulement sur la réduction de consommation, etc. Ça, c'est un volet qui reste aujourd'hui très bien, mais pas énorme, mais surtout dans les nouveaux financements. Avec nos clients, aujourd'hui, on essaie, dans nos systèmes d'identification des ESG, dans les financements dont parlait Leïla tout à l'heure, on leur fournit des matrices qui leur permettent d'identifier des opportunités. Quand ils identifient des risques dans un secteur particulier, dans une région, aujourd'hui, la durabilité leur fournit, et a pour ambition de leur fournir des matrices qui leur permettent d'identifier de nouvelles pistes de financement. Et donc voilà, je peux en parler encore des heures. On sent la passion. Voilà, et voilà, je passe la parole à Dounia. Merci beaucoup. Merci Hind, et je pense que ce qu'on retient de ton intervention, c'est qu'il vaut mieux te prêter de l'argent que le prêter à Ali, par exemple. Super. Donc je suis Dounia Shraibi. J'ai fondé un petit cabinet à ma taille qui s'appelle Ubuntu. Beaucoup de gens ont écorché ce nom et je l'ai quand même choisi. Et pourquoi je choisis d'en parler? Parce que derrière, il y a une sagesse africaine, puisqu'on est en Afrique, qui signifie « je suis parce que nous sommes ». Pourquoi je vous raconte cela? Vous allez comprendre un petit peu à travers une narrative. On va y revenir. « Je suis parce que nous sommes », pour moi, c'est un peu la base, entre autres, de ce qu'il y a dans la RSE. Je veux être en tant qu'entreprise, en tant qu'humain, mais je ne peux être que si l'entreprise, l'environnement, les autres humains, etc. sont là. Et c'est cette imbrication qui fait que la RSE, qui fait
on va dire, l'essence de la RSE, encore une fois, selon moi. Et comme je veux la pratiquer, j'imagine comme mes collègues veulent la pratiquer. Aujourd'hui, quand j'accompagne un membre du COMEX, une entreprise, peu importe, ça peut même être une structure beaucoup plus petite, quand chacun de mes collègues travaille au sein de son entité, et d'ailleurs, beaucoup ont souligné que le métier de la RSE était transverse. On travaille avec le département des ressources humaines pour tout ce qui va être équité, inclusion, gestion de carrière, dialogue social, etc. On va travailler avec la conformité, pour l'éthique, avec la qualité. On va travailler avec les achats, pour les achats durables qu'a beaucoup souligné Mina. On va travailler avec un certain nombre, avec les moyens généraux indispensables pour tout ce qui va être notamment relatif à l'environnement, etc. Et quand on fait le tour de ces départements, effectivement, on ne peut pas faire l'impasse sur le top management. Et c'est du top management que vient, entre autres, la vision, l'impulsion, le go ou le niveau d'engagement de l'entreprise. Or, le top management, la plupart du temps, dans le petit schéma qu'a projeté Sophia, le schéma d'utopie, pour eux, la RSE, c'est toujours encore de la philanthropie ou alors, passez-moi le mot, une petite emmerde. On les emmerde avec un sujet, mais pourquoi? On n'y comprend rien. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette RSE? Mais pourquoi? Mais j'achète déjà très bien. Pourquoi je dois intégrer des critères à mes achats? En plus, ça me fait souvent des coûts en plus, ou mon processus est ralenti. Je dois créer un questionnaire pour voir qui sont mes interlocuteurs, etc. Et l'exemple des achats n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'idée derrière tout ça, c'est de dire que finalement, au fond, quand on creuse le métier de la RSE, c'est aussi la réglementation et donc la contrainte derrière qui fait que le top management, qu'il soit convaincu, qu'il soit acculturé ou pas, etc., va décider à un moment de jouer le jeu et peut-être, au fur et à mesure, de comprendre tout ce discours que l'on passe notre temps à rabâcher, qui est la RSE, finalement, ce n'est pas qu'un poste de coût, c'est un coût, effectivement, c'est une contrainte, c'est indéniable, mais c'est aussi beaucoup de valeur ajoutée in fine. On des opportunités. Voilà, et des opportunités, exactement. Avec l'exemple des femmes. Exact. C'est de la valeur ajoutée business, c'est de la valeur ajoutée rétention de talents ou attractivité des talents, c'est de la valeur ajoutée en termes d'image, c'est de la valeur ajoutée peut-être même qu'on ne comprend pas maintenant, mais qui va venir par la suite, qu'on va découvrir par la suite, parce que, in fine, ce qui fait l'essence de la RSE et sa particularité, c'est que c'est assez immatériel, c'est assez intangible. C'est un petit peu de la philosophie. On a envie de dire, on fait du bien, qu'endiro le khair. Mais bizarrement, dans un schéma de boomerang ou dans une loi d'attraction universelle, quand on fait du bien, on récolte du bien. Et quel KPI quel indicateur de mesure peut mathématiquement évaluer ou jauger de cette chose-là? C'est très difficile, du coup, à faire passer le message de la RSE. Donc ça, c'est le côté un petit peu advocacy. Permettez-moi... Même si aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, et à la bonne heure, se fixent des objectifs chiffrés. On est aujourd'hui, on le voit dans l'évolution des pratiques, aujourd'hui, c'est vrai que les CEO, les COMEX, etc., veulent des objectifs chiffrés. Tout à fait. Maintenant, je vais jouer un petit peu un autre rôle, qui est un rôle un peu plus critique, ou un petit peu le canard, le vilain petit canard, et regarder un peu le revers de la médaille. Et là, je fais le lien avec, encore une fois, les slides qu'on a projetés, qui sont les slides du début où on a l'injustice climatique. Donc on a les réfugiés climatiques, on a l'injustice climatique, une forme d'injustice qui fait toujours couler beaucoup d'encre, notamment dans les COP, qui sont les réunions officielles où on discute du climat notamment, c'est que certains pays ne veulent pas s'engager sous prétexte, et quelque part on peut leur donner raison, que ce n'est pas eux les responsables de ce changement climatique. Mais c'est eux qui subissent le plus, malheureusement, les effets du changement climatique. Donc il y a toujours ce débat. Bref, on ne va pas vous refaire l'histoire que vous devez certainement connaître, ou qu'on vous racontera en aparté tout à l'heure. Mon point critique, c'est de dire que souvent aussi, certaines réglementations qui viennent de certaines parties, de certaines régions du monde, aussi bien intentionnées soient-elles, parfois ont un revers qui est discutable. Et je m'explique. Quand on a des réglementations qui imposent à certains pays, certaines entreprises, de ne pas pouvoir faire du business
dans ces régions-là, sauf à respecter des critères ESG, des critères RSE, c'est tout à fait honorable. C'est même très bon. Ça part d'un bon principe parce qu'on veut que certaines entreprises, on veut qu'il y ait une très bonne moyenne, un niveau élevé de par le monde dans la façon de faire du business. Néanmoins, peut-être, je pose la question, qu'il faudrait modérer ou pondérer, appliquer un pourcentage pondération d'où est-ce que vous venez. Quel est votre environnement? Si vous venez de tel environnement, peut-on vous appliquer les mêmes règles que si vous étiez dans un autre environnement? Parce que finalement, et c'est là mon point critique, et là où en est ma réflexion avec ma courbe d'expérience à date, c'est que parfois, certaines réglementations de certaines régions peuvent se transformer en une sorte de barrière non tarifaire ou de porte, on va dire, de porte fermée, etc. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, aussi beau que soit ce métier de la RSE, ça pourrait être les revers que ça pourrait avoir. Voilà. Là, tu as pointé du doigt aussi le fait qu'il y a une dimension juridique qui est en train d'aller crescendo dans nos métiers. On le voit aussi de plus en plus, même dans les accompagnements. On nous demande des revues réglementaires, des revues juridiques. J'ai récemment collaboré avec un cabinet d'avocats de la place qui souhaitait avoir de l'expertise ESG pour lui-même répondre à une demande de veille réglementaire ESG. Donc c'est vraiment ce côté suisse. On doit être en capacité vraiment d'être sûr à la fois des RH, du juridique, des achats, etc. Et c'est dommage que ce ne soit pas encore suffisamment reconnu, notamment dans les conseils d'administration et les COMEX. Donc c'est un appel à tous les dirigeants, tous ceux qui ont le pouvoir, de pouvoir y remédier. Alors la RSE, ce ne sont pas que des femmes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a laissé notre seul garçon du jour présent. On a d'autres garçons avec nous dans le panel, enfin dans le cercle. Il y en a un dans l'assistance. Salut Bachir. Donc pour conclure, et pas des moindres, Ali Benrian qui est expert notamment sur les sujets de biodiversité et qui collabore beaucoup avec le PNUD, donc qui est un des très grands experts que l'on compte au Maroc sur ces sujets. C'est gentil. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi j'ai la particularité de ne pas être issu du secteur privé. Donc j'ai une longue carrière avec les Nations Unies notamment à travers différentes agences et sur les questions non seulement de biodiversité et de climat, mais même de développement durable dans le sens plus large. Et ce que j'aime très particulièrement, c'est de constater qu'il y a effectivement une plus grande prise de conscience de la part de notre secteur privé, au Maroc, en Afrique, sur justement ces questions, pas seulement qui sont liées à l'environnement, mais à toutes les inégalités, à toutes les cases que cochent les fameuses ODD, les objectifs de développement durable, et qui doivent être non seulement appropriés, mais qui doivent être appliqués de manière assez, on va dire, pratique, à chaque cas spécifique. Et c'est ça un petit peu le message que j'aime véhiculer par rapport aux personnes qui s'intéressent justement à ces métiers de RSE, de ESG, qui y pensent pour le futur et qui, je pense, seront déterminants pour aider le pays à assurer un développement qui soit durable et surtout stable et continu, parce que c'est le vrai challenge. En fait, ce qu'on constate du côté externe à ce monde privé, quand on est dans la réglementation, quand on est en train d'aider les gouvernements, quand on débat, donc tu as parfaitement raison, il ne faut pas me prêter d'argent, on ne sait pas quoi en faire, nous. C'est vraiment la question de faire un choix qui soit assez critique dans quelle direction on va aller, parce que tout le monde ne peut pas tout faire. Quand on se spécialise dans un domaine, on a un impact particulier. Et ce forum tombe à pic parce que dans le cas de l'Afrique, ce qu'on s'est rendu compte, nous autres professionnels du métier, je vois des confrères et des consoeurs à côté, c'est que pour prendre le cas du changement climatique par exemple, c'est une des seules régions qui met vraiment le vivant au centre de cette transformation par rapport au climat, pas seulement la molécule. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans les émissions, comme on l'a dit, on souffre justement de plus que l'on cause ces dommages. Donc c'est important
de l'appliquer en pensant à comment est-ce que ça impacte les populations, notre bien-être, nos ressources naturelles aussi, et sans que cela freine non plus notre consommation, parce qu'on voit aussi qu'on commence à subir beaucoup de réglementations à l'international. On a des NDC au Maroc extrêmement ambitieuses, et qui moins sont... 45, je le dis juste pour l'assistance, moins Oui. 45,5% horizon 2030 par rapport à un scénario projeté business as usual. Donc c'est extrêmement ambitieux. ambitieux. Donc on est presque number one en Afrique par rapport à ces ambitions, par rapport à l'impact que l'on a, mais on a encore de nombreuses autres inégalités que justement les acteurs du RSE et qui sont portés vers le développement durable doivent aussi prendre en considération pour justement avoir un impact qui soit assez conséquent. Donc le message, en fait, c'est vraiment de savoir quand on rentre de ce métier, et c'est pour ça que c'est un changement qui est transformatif, qui est vraiment important. Et je salue les idées comme créer des postes RSE spécifiques pour que ça ne soit plus justement un petit département, un petit, on va dire, tiroir dans lequel on range certaines actions, parfois caritatives, parfois pour se donner bonne conscience si on est dans une entreprise qui est plutôt polluante ou autre, mais vraiment élever le niveau d'intégration de l'impact que l'on peut avoir déjà au niveau local, dans ce qu'on touche, dans sa propre chaîne de valeur, dans sa localité, et ensuite contribuer justement à ce développement plus, on va dire, vert, green, même si j'aime pas trop ce mot, parce que maintenant c'est multicolore en fait l'impact que l'on peut avoir, mais en même temps développer des métiers et continuer justement ce rôle d'advocacy pour le porter vraiment à plus haut niveau, et que ce soit justement une source de diffusion. C'est les personnes qui choisissent ce métier, ils doivent savoir qu'on va très souvent leur poser des questions, et ils ne sont pas responsables seulement d'un pôle où ils vont travailler en silo. Ils doivent continuellement diffuser cette sustainability à partir dans tous les postes, dans toutes les activités, dans toutes les actions que peut avoir la compagnie, pour qu'il y ait justement cette réalisation que de la personne qui gère les finances, de la personne qui fait des achats, de la personne qui gère des activités dans tout type d'industrie, sont vraiment consciencieux que chacune de leurs actions, de leurs efforts, de chaque sou qui rentre ou qui sort de l'entreprise peut justement avoir, avec la bonne manière et sans freiner son développement, un impact positif. Donc, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures parce que c'est un sujet passionnant. Mais j'aimerais conclure en disant que au niveau du Maroc, ayant vécu longtemps à l'étranger, travaillé pour des organismes internationaux, etc., je suis vraiment très, très fier et épaté de voir la transition qu'il y a eu ces 15 dernières années. Évidemment, la COP22 n'y est pas pour rien. On a vu que ça avait eu un élan énorme. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que oui, maintenant, on est consciencieux que le changement climatique, c'est une réalité, c'est quelque chose que tout le monde intègre, mais il y a de nombreux autres enjeux. J'étais particulièrement content de voir qu'il y avait quand même une prise de conscience que la biodiversité, qui est dans un déclin pas possible, et qui, ça pour commence nous... tout juste. On a besoin justement de Voilà. gens comme toi pour prendre la parole sur le sujet de la biodiversité. Qui est un enjeu pour nous au Maroc, en Afrique, où la situation est beaucoup plus grave même que celle du climat. On a aussi la désertification, on a bien sûr encore des inégalités sociales, on a l'éducation, et on veut justement appuyer aussi sur le champignon, sur ces autres sujets. Et donc, maintenant qu'on sait qu'il y a cette prise de conscience de tout le tissu du privé, donc, quand on conseille, quand on travaille avec les gouvernements, quand on oriente la réglementation et on encourage justement ces PPP, ces partenariats publics-privés, on commence à avoir bon espoir que ça va être intégré et pris d'une considération égale, voire plus. Et c'est pour ça que je suis particulièrement fier de faire partie de ce collectif et d'apprendre de chacune d'entre vous, et chacun aussi, pour voir un petit peu comment cet impact peut continuer à évoluer. Et on compte vraiment, si vous choisissez d'épouser cette vocation, que vous soyez vraiment, vraiment, vraiment courageux et que vous poussiez toujours un peu la barre un peu plus haut. Voilà, merci. Merci Hadi. Effectivement, ça demande beaucoup de courage. C'est un métier où il faut batailler.
Donc, peut-être pour conclure, si on peut remettre les slides, juste un dernier slide pour rêver un petit peu sur les métiers du futur en rapport avec la durabilité. Donc, on a mis quelques exemples qui peuvent paraître être un peu de la science-fiction à date, mais enfin, certains existent déjà. Et d'autres sont un peu plus prospectifs. Par exemple, je ne connais pas au Maroc de responsables diversité, équité, inclusion, par exemple, tandis que c'est vrai qu'en Europe, c'est plutôt plus courant. D'éco-concepteurs, par exemple, de responsables de projets en économie sociale et solidaire. Donc il y a la loi cadre qui va sortir bientôt, donc peut-être que ça va être un nouveau métier qui va voir le jour. Chargé de mission droits humains et chaîne d'approvisionnement, on commence à parler de cette question d'achat de responsables de plus en plus, donc ça pourrait être également un métier du futur. Et puis responsable des risques climatiques, c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt géré par des personnes qui ont des postes plus généralistes, mais ça pourrait également voir le jour, etc. etc. Donc rendez-vous dans quelques années et on refera le point pour voir si ces métiers ont émergé. Oui. Est-ce qu'il y a des questions de l'assistance ? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la maturité des employés face aux enjeux du développement durable. Ma question est, ne pensez-vous pas que effectivement, ou justement, c'est la responsabilité des entreprises, surtout quand on parle de la formation, la culture d'entreprise, le système de gouvernance. Donc j'aimerais bien qu'on étale cette partie sur la responsabilité des employés, où ça s'arrête, où ça commence. Merci. Alors, si j'ai compris votre question, c'est qui est responsable de l'acculturation, on va dire, des employés? Est-ce que c'est eux-mêmes ou c'est l'entreprise qui a un rôle à jouer? C'est bien ça? Ok, super. J'aurais tendance à dire les deux, parce que, en tout cas, c'est ma réponse, mes collègues donneront la leur. L'entreprise, effectivement, a un rôle d'impulser ce changement de culture. Le fait de faire monter en compétence la partie prenante que sont ses collaborateurs. Maintenant, on n'attend pas toujours que ça vienne de l'extérieur. On a aussi chacun et chacune un rôle à jouer de façon proactive, que ce soit à travers sa culture générale, ses gestes au quotidien, etc. Donc effectivement, l'entreprise impulse, en tout cas en ce qui concerne son métier à elle déjà. Et puis, généralement, les entreprises vont un petit peu plus loin pour disséminer les bons gestes, les bonnes idées, les bons réflexes, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on a chacun, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis d'un État, vis-à-vis d'un pays, etc., on a aussi une responsabilité propre, et ce sera ça ma réponse. Je ne sais pas quelle est la réponse de mes collègues. Alors, je rajouterai juste rapidement, en fait, la RSE, elle irrigue en fait tous les métiers. Donc, on peut être directeur achat, responsable achat et choisir de se fermer les yeux et de faire son travail de manière classique. Comme on peut se renseigner quand même sur ce que sont les achats responsables, apporter ça, en parler à son DG, mettre en place un projet d'achat responsable, etc. Donc ça ne se fait pas uniquement par la formation, c'est aussi une manière de faire, une manière d'exercer son métier qui est différente. Donc c'est de la responsabilité aussi des personnes dans les entreprises de faire évoluer leur métier, de telle sorte à ce qu'ils soient plus responsables et puis de convaincre en interne de cet intérêt. Moi, j'aimerais juste partager un constat rapide. C'est que j'ai jamais rencontré de personne qui travaille dans le domaine qui n'est pas fortement intéressée, voire passionnée. Dans toute ma carrière, j'ai jamais croisé quelqu'un qui travaillait de près ou de loin dans ça, qui me disait, bon, moi, de 9 à 5, je vais aller gérer un peu le côté environnement et après, je fais ce que je veux. C'est des gens qui sont vraiment intéressés, qui ont des convictions par rapport à toutes les questions de développement durable. Et donc, le changement, effectivement, vient de l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'ils ont le socle nécessaire pour pouvoir justement être propulsés et soutenus pour disséminer l'information? Parce que c'est très difficile à faire tout seul, mais je trouve quand même, et c'est cher, mais ça vient quand même de soi. Donc, si on y croit fortement, c'est déjà un très très bon début pour pouvoir inciter ce changement. Alors,
je pense que Ali parle justement des métiers de la durabilité dans l'entreprise. Effectivement, si on ne porte pas ces valeurs intrinsèquement, peut-être à travers une expérience de vie ou juste humainement, c'est très difficile. Ça peut être très difficile au quotidien parce que ce qu'on nous a appris à l'école, nous, surtout certaines générations, c'est qu'une entreprise est faite pour faire de l'argent. L'objectif, c'est de faire de l'argent. Alors qu'un responsable RSE vient dire on fait du profit, certes, mais on doit prendre en compte la viabilité de notre modèle et l'équité du modèle économique que nous développons. Donc, c'est vraiment un avocat au quotidien de causes sociales, environnementales, longtemps appelé l'ONG dans l'entreprise, etc. Bon, c'est des termes que... ce n'est plus lui l'ONG dans l'entreprise, mais il a fortement contribué à intégrer et à structurer les actions des ONG dans les entreprises, qui sont les fondations, par exemple. Et le responsable RSE a doté ces ONG-là, ces vraies ONG, d'indicateurs de performance et de structures dans leur action de mécénat. On parlait tout à l'heure du fait que la RSE, ce n'est pas le mécénat, mais la RSE a permis au mécénat d'agir de manière plus structurée, sur le long terme, avoir des démarches d'implication du personnel, de mécénat de compétences et de repenser le mécénat classique aussi. Donc ça, c'est un rôle qu'a joué sur les 10 dernières années la RSE également. Il y a une frontière entre la citoyenneté et la responsabilité concrète d'un employé dans son métier au quotidien en termes d'impacts sociaux et environnementaux. Et ça, c'est vraiment le rôle du responsable RSE, d'insuffler, comme disait Sophia, ces notions dans chaque métier et de choisir ses ambassadeurs dans les autres métiers, choisir des personnes qui portent les valeurs pour qu'ils puissent être capables de diffuser, de former, parce que c'est difficile de former et de sensibiliser quand on ne porte pas ces questions au plus profond de ses convictions. Voilà, merci. Peut-être juste un mot pour compléter très rapidement. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que bon, j'ai vécu plusieurs DG et le DG a un rôle important pour impulser et faire en sorte que ces messages-là soient portés avec des actions concrètes. Et donc ça aussi, ça influence la façon dont c'est disséminé en interne. Ça donne plus de moyens à l'équipe RSE, Ouais. etc. Alors, le responsable RSE, je pense, c'est le premier qui fait le choix de travailler ou pas dans une entreprise responsable ou pas. C'est le premier métier. On dit que les jeunes, aujourd'hui, choisissent une entreprise si elle apporte du sens, si elle a un engagement, une mission, etc. Mais le premier qui le fait, et je parle de ma propre expérience, je fais très attention au portage du sujet, à la gouvernance, à qui aujourd'hui est le promoteur ou le sponsor de la question dans l'entreprise avant de travailler dedans. Donc aujourd'hui, au sein du CIH, c'est porté à très haut niveau. C'est un engagement aussi groupe. Le CIH fait partie du groupe CDG et donc on a un engagement groupe important. Avec Leïla, on travaille sur des enjeux collectifs. Donc la gouvernance, la RSE, c'est très importante. Et je pense que tous les autres métiers auront la même préoccupation aujourd'hui, d'avoir du sens dans ce qu'ils font au quotidien et de contribuer à la mission de leur entreprise, pas seulement à son développement économique. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci à tous de votre présence malgré l'heure du déjeuner.